Hôtel pas tous, c'est Bertie le Kamit. Donc c'est votre frère qui revient cette fois-ci avec une nouvelle vidéo. Parler précisément de l'esclavage pratiqué par les Arabes d'un côté et de l'autre les Occidentaux, les Blancs. Je précise bien que ce n'est pas un débat concernant l'esclavage pratiqué par les chrétiens d'un côté et les musulmans de l'autre. Je vais bien être clair là-dessus. Et je vais faire en quelque sorte une comparaison entre les deux esclavages qui ont été pratiqués. Et ceci s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la connaissance en Afrique. Nous avons remarqué malheureusement qu'en Afrique, la connaissance est réservée pour une certaine élite intellectuelle. Et on est au 21e siècle, ça ne devrait pas continuer ainsi. Je veux surtout répondre à ceux-là qui aiment bien critiquer en disant je me prends pour un historien, je ne suis pas historien, je ne suis rien de tout ça, mais je suis en train de faire mon devoir. C'est lequel, quand vous apprenez des choses dans ce sens, il ne faut pas le garder pour vous, il faut le partager avec les autres. Donc toi qui me regardes et qui a bac plus je ne sais combien, et qui lit, qui garde pour toi, je ne vois pas en quoi normalement tu es utile pour l'Afrique. Il faut partager avec les autres, il faut vulgariser la connaissance. Et celui à qui je m'adresse, il se reconnaîtra. Voilà. Alors, je vais commencer ici par la période. On a d'un côté, chez les Arabes, 1400 ans d'esclavage. Ils ont commencé au 7e siècle précisément, quand il y avait Kalidorat, sous le règne de Kalidorat en Égypte, qui était un ancien, qui était un Soudanais, qui était parti du Soudan méroïtique, pour se rendre en Égypte où il avait fini par gouverner. Donc les Arabes de leur côté demandaient, on est ici précisément au 7e siècle, parlant de la période, donc en 652 plus précisément, les Arabes demandaient à la fin de chaque année 300, donc plus de 300 noirs, des hommes et des femmes, les plus costauds, les plus robustes et les plus dynamiques, les plus beaux et les plus belles. Ils précisaient bien dans leur commande. Chaque année, partait du Darfour au Soudan. Donc rappelez-vous encore, le Darfour, c'est jusqu'aujourd'hui cette région-là du Soudan où les gens sont en train de s'entretuent tous les jours. Alors ils partaient de là pour l'Arabie. Il y avait une première vague. Il y avait aussi une autre vague qui partait du sud de l'Afrique, du centre de l'Afrique, pour monter directement vers le Maghreb. Et il y avait aussi une partie de ces Noirs, donc nos ancêtres comprenaient de là, pour ramener directement en Orient, donc en Arabie. Et au fil des siècles, il y a un certain moment, parlant ici de l'esclavage pratiqué par les Arabes, il y a une certaine période où il y avait un calme relatif. Ils venaient de temps en temps, ils faisaient des rats, ils prenaient des gens pour ramener. Pardon. Et par la suite, ils allaient de l'autre côté pour les esclavagiser, ils revenaient, ils cherchaient encore un nouveau butin pour aller les vendre. Et les esclaves coûtaient tellement cher, en ce qui concerne ici l'esclavage des Arabes, tout simplement parce qu'ils pratiquaient la castration. Alors, beaucoup en mouraient, plus de 80%, d'après selon les chiffres. Parlons ici, je veux faire référence ici au rapport du 19e siècle qui évoquait plus de 2 millions, on comptait plus de 2 millions de Noirs qui avaient été esclavagisés dans le monde arabe. Et les eunuques, donc ceux-là qui avaient été castrés, coûtaient extrêmement cher, tout simplement parce qu'il y avait très peu qui arrivaient vivants, qui sortaient vivants de ces castrations. De l'autre côté, les Blancs, ils ont pratiqué... je suis un peu embêté ces temps-là, avec mon allergie, pardon. Donc les Blancs de l'autre côté également avaient pratiqué un esclavage qui était assez violent, très violent même d'ailleurs, mais qui avait duré 400 ans. Donc les Arabes c'était 1400 ans et les Blancs c'était 400 ans. Les deux de toute façon ont été super violents. C'est des crimes macabres, c'est de l'innommable. Il y a certaines parties ici que je vais lire tout à l'heure.
dans ce brillant livre de notre frère Tidiane Diaye. Donc, on ne peut pas parler ici de l'esclavage arabe sans évoquer notre frère, le Sénégalais Tidiane Diaye. Donc, c'est l'un des livres les plus intéressants. C'est le livre le plus complet, en fait, parlant de l'esclavage ici des Arabes. C'est puissant, il faut le lire, c'est important. Mais je ne vais pas vous détailler ici tout ce qui concerne le livre. Je vais lire quelques petites parties à l'intérieur pour que vous puissiez comprendre jusqu'à quel point c'était grave à l'époque. Et c'est un livre qui ne coûte pas cher. Donc ça, c'est la version poche. Ça coûte 7,70 €. Donc c'est assez accessible. Il y a une partie que je vais lire à l'intérieur tout à l'heure. Alors, ces Arabes, ils sont venus en Afrique. Ils ont pris les nôtres. Nos ancêtres, ils sont allés esclavagiser chez eux. Malheureusement, pour les Occidentaux, ils l'ont fait pendant 400 ans. Ça s'est arrêté. Donc, ils ont définitivement aboli l'esclavage chez eux, que ce soit en Europe ou en Amérique. Malheureusement, après avoir fait un semblant d'abolition de l'esclavage, jusqu'aujourd'hui, ça existe encore dans les pays arabes. Donc, il y a un rapport là-dessus qui évoque il y a une organisation qui lutte contre l'esclavage en Mauritanie et au Soudan. Donc, on parle de plus de 14 000. Écoutez bien, plus de 14 000 Noirs qui sont encore esclaves au Soudan. Plus de 150 000 Noirs qui sont encore esclaves en Mauritanie. Vous vous rendez compte, on est en 2018, on est au 21e siècle, il y a encore des esclaves dans ces pays-là. Et sans parler des pays de l'Arabie Saoudite, le Qatar, où la situation des Noirs dans ces pays-là est déplorable. Et les Noirs, même je parle des Noirs saoudiens, des Noirs qataris, des Noirs yéménites et autres. Et je vais bien préciser ici que tous les Noirs qui se retrouvent là-bas ne sont pas forcément descendants d'esclaves. Ça, il faut le savoir. C'est comme les Noirs d'Inde qu'on tente aujourd'hui de nous présenter comme étant des descendants d'esclaves. Pourtant, il n'en est rien. Une grande partie de l'Inde faisait anciennement partie de ce qu'on a appelé le royaume axiomite d'Éthiopie. Donc, ça s'étendait jusqu'à cette région-là. Il y avait les Noirs, les Noirs qui étaient dans cette zone-là, passant parler ici même des Dravidiens et autres. C'est pareil pour le Maghreb. Tous les Noirs qui se retrouvent au Maghreb sont systématiquement présentés comme les descendants d'esclaves. Pourtant, il n'en est même pas question. C'est leur région géographique naturelle. Leurs ancêtres ont vécu dans ces zones-là. Ça, il faut le savoir. Pour ne même pas parler d'un cas comme celui du Maroc, où il y a tellement de Noirs, en Algérie, dans tous ces pays du Maghreb, dans le sud, tous ces pays sont majoritairement peuplés de Noirs. Même s'ils tentent de faire croire qu'ils ne sont pas assez nombreux dans ces pays, ils sont tellement nombreux. Ils sont nés là, ils ont grandi là, leurs ancêtres ont toujours vécu dans ces zones-là. Même si les gens tentent aujourd'hui de nous faire croire, il en va de même pour le Yémen. Le Yémen ici faisait partie de ce qu'on a appelé le royaume de Saba. Donc le royaume de Saba s'étendait jusqu'au Yémen. Forcément, les descendants yéménites qui sont noirs aujourd'hui ne sont pas toujours descendus, ils ne sont pas descendants d'esclaves. Ça, il faut le savoir. Donc, comme je t'ai en train d'expliquer, en faisant cette petite comparaison entre les deux, les Arabes du 7e siècle jusqu'au 19e siècle, ils pouvaient quand même laisser beaucoup de Noirs aller encore faire leur commerce. Ils pouvaient laisser beaucoup de Noirs aller faire l'élevage. Les Noirs avaient leur civilisation, ils avaient leur spiritualité. Et ils n'ont pas détruit, les Arabes précisément, ils n'ont pas détruit majoritairement nos civilisations. Ceux qui ont excellé dans ce domaine sont les Européens. Ils ont tout cassé, ils ont tout détruit à partir du moment où ils sont arrivés. Donc ici au 14e siècle, au 15e siècle. Donc quand ils sont arrivés, ils ont commencé à détruire toutes les civilisations. Ils ont détruit toutes les belles villes qu'on avait. Tout ce qui était infrastructure, ils ont mis au sol. Et par la suite maintenant, ils ont poussé
les populations à avoir faim. Ils ont créé la famine dans ces régions-là, ils appelaient ça le Vénus Eucarium, c'est-à-dire qu'ils prenaient toutes les terres et les populations n'avaient plus le droit d'aller cultiver. Donc ils créaient donc exprès la famine pour pousser ces Noirs à revenir vers eux, pour qu'ils puissent finalement les embarquer pour l'Occident et l'Amérique pour les esclavagiser. Par contre, au temps des Arabes, je dis bien avant le 19e siècle, ils avaient bien la possibilité d'élever les bêtes et tout, de suffisamment bien manger et d'être à l'aise relativement. Et malheureusement, quand on présente les Noirs, on présente ces esclaves-là à une certaine période, on ne veut pas faire comprendre que on est arrivé à l'abolition de l'esclavage tout simplement parce qu'ils ont mené des luttes. Mais on veut nous faire croire que ce sont plutôt les Blancs, les gentils Blancs, qui ont donné cette liberté-là, qui ont affranchi volontairement ces Noirs. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails ici. Parlons ici de ces révoltes-là. Il y en a tellement eu, des révoltes, la révolte haïtienne, ça c'était dans le cadre de l'esclavage des Blancs. Et dans le cadre de l'esclavage des Noirs, dans l'Arabie, donc ce qui représenterait la région de Bassora, en Irak actuellement, il y avait eu une très grande république là-bas à l'époque, qui a fonctionné pendant plus de 14 ans. Donc après ici, ce qu'on a appelé la révolution des anges. Ça c'est l'une des plus grandes victoires du monde noir sur les Arabes. Vous irez la chercher si vous voulez. Donc les gens avec cette intention-là, les gens se libéraient en fait par les luttes. Et au-delà de ça, je voulais continuer ici en précisant, il y a une partie pour pas que j'oublie certains détails. On s'est rendu compte que la majeure partie des Noirs qu'on prenait en Afrique pour ramener dans le monde arabe, pour esclavagiser, en ce qui concerne leur sexe, c'était majoritairement les femmes qu'on amenait dans les arènes. Nos mamans, nos sœurs, elles étaient violées en longueur de journée par les Arabes. Ça, on n'en parle presque pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre frère sénégalais a intitulé le livre Génocide voilé, parce qu'on n'en parle presque jamais. On a l'impression ici, parlant de l'esclavage, qu'il n'y a que les Blancs qui l'ont pratiqué. Pourtant, les Arabes sont les premiers. Et jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les Arabes continuent encore. Donc, majoritairement, c'était les femmes qu'ils amenaient chez eux. D'autres étaient enrôlés dans l'armée. Contrairement à l'esclavage transatlantique, où on amenait beaucoup plus nos hommes dans les plantations de coton, de maïs, de sucre et autres, et certains qui servaient dans les maisons. Donc, cette petite différence-là que je voulais établir au niveau des sexes et la façon dont ils étaient utilisés quand ils arrivaient une fois sur le terrain. Ça, c'est assez important. Et je suis en train de préparer une nouvelle vidéo pour parler ici de la société des Amis des Noirs. Quand tu lis, en fait, cette histoire de l'esclavage des Arabes, on revient toujours avec un certain Ibn Khaldun, qu'on présente comme étant, pas qu'on présente, en fait, c'était un super raciste. C'est celui-là qui avait dit le noir est proche du stade animal. Et il est normal qu'on puisse les esclavagiser parce que leurs conditions, et même, c'est même consubstantiel en fait à leur être. Donc en tant que noirs, c'est légitime. Ils trouvaient ça normal qu'on esclavagise les nôtres. Parce que les blancs, pour eux, ils étaient supérieurs. Et le noir, sa condition étant proche de celle d'un animal. J'avais regardé récemment une petite vidéo où on montrait un noir qui est le décapiteur officiel des rois d'Arabie Saoudite et autres. En fait, celui-là qui est chargé d'exécuter les peines. Il coupe les têtes. C'est celui-là, il a été présenté ce jour-là comme descendant d'esclaves, comme c'est l'habitude dans les pays arabo-musulmans. Il est présenté comme descendant d'esclaves et le mec ne se défend même pas en disant non, c'est faux. Le mec, il est fier de son métier, c'est-à-dire décapiter les gens. Il travaille pour le roi, il est content. Vous vous rendez compte jusqu'à quel point le noir est chosifié dans le monde arabe. Ils sont très peu déjà qui apparaissent à la télévision. On fait croire que les noirs n'existent pas dans ces régions-là. Pourtant, ils sont très nombreux à vivre là-bas.
Les Noirs en Palestine, il y en a plein. Les Noirs en Arabie Saoudite, au Qatar et autres, il y en a tellement. C'est fait exprès pour qu'ils n'apparaissent pas dans les chaînes de télévision publiques. Et c'est pas un hasard si chez eux, jusqu'à aujourd'hui, on est au 21e siècle, ils n'ont pas trouvé un nom pour appeler le noir. Le noir chez eux, si c'est pas Kahlouch, ils vont dire Abid, qui signifie esclave en fait. S'ils disent pas Kahlouch, ils vont dire Abid, ils vont dire, comme ils aiment bien appeler les métis chez eux. C'est-à-dire que même le métissage avec les noirs, pour eux, ça leur pose un gros problème. Les descendants de métis, c'est-à-dire issus ici de noirs et d'arabes, ils sont appelés en leur langue agrébat. Agrébat ici signifiant le nom d'un oiseau sauvage. C'est-à-dire que ce mélange-là, ce métissage même avec les noirs n'est pas accepté chez eux. Le racisme contre les noirs est légitimé. Le racisme contre les noirs est institutionnalisé. C'est pareil que ce soit le Maghreb, que ce soit les pays d'Orient. Donc, je vais vous lire la petite partie dont j'étais en train de parler, la page 153 ici du livre de Tidiane Diaye, où l'auteur... en fait, il parle ici, tenez-vous bien, des femmes de l'Empire Wallo. Donc, cet ancien empire qui formerait aujourd'hui, disons, la région du Sénégal et de Gambie. Il y avait un empire à l'époque qu'on appelait l'Empire Wallo, qui était dirigé par Ndate Yalambodi, qui avait mis au monde une génération de résistants contre l'occupation française lors de la colonisation. Alors, les femmes sont attaquées par les Arabes et elles tentent de se défendre. Voilà nos mamans, voilà nos sœurs qui fuient partout dans les buissons, qui essayent de s'échapper, qui prennent les enfants, qui cachent un peu partout pour se sauver des morts, des Arabes, des esclavagistes, des négriers arabes. Avec la collaboration ici, malheureusement, des tout couleurs qui étaient avec eux. Je cite l'auteur, hein, c'est pas moi qui dis que les tout couleurs avaient collaboré. Voilà. Au-delà de ceux-là, il y avait El Hadj Omar Tal, que tout le monde connaît. En fait, il faut bien préciser. Ceux-là, à l'époque, qui avaient collaboré avec l'ennemi arabe, c'était ceux qui étaient des élites. C'est-à-dire, parmi les chefs, il y avait ceux qui avaient accepté l'islam, qui s'étaient convertis. Et ils ont forcé les populations à adhérer à ces religions, à cette religion. Et à partir du moment où les populations refusaient, on les esclavagisait. Quand tu acceptais l'islam, on te libérait, normalement. Donc, ce n'était pas un racisme qui visait systématiquement les noirs, mais que ce soit le blanc, le jaune ou le rouge, à partir du moment où tu refusais l'islam, tu étais esclavagisé. Donc, il y avait la collaboration de Samori Touré, le roi Bello. Il y avait El Hadj Omar Tal. Quand il est mort, il y a son fils qui a pris le règne, Mamadou Tal, qui a également collaboré. Ils sont nombreux, Ousmane Danfodio, ils sont nombreux qui avaient collaboré. Ahmed Baba, par contre, n'était pas d'accord, mais par la suite, il n'avait pas non plus interdit, il n'était pas non plus contre ça, de façon claire et ouverte. À l'exception ici de Cheikh Amadou Bamba, qui était un chef religieux assez influent, mais qui n'avait pas versé dans l'esclavage, il n'avait pas livré ses frères aux négriers arabes, bien qu'il soit un leader musulman. À savoir ici l'islam, le mouridisme. Donc, les femmes ici sont en train de s'enfuir. Les femmes, il y a une femme qui crie, « Femme de Ndar, digne fille du Wallo, redressez-vous et renouez vos pagnes. Préparons-nous à mourir, oui mes sœurs, nous devons mourir en femmes libres et non vivre en esclaves. » C'est aussi une forme de résistance, ça il faut le savoir. Les femmes qui ont accepté, qui ont choisi de se donner la mort au lieu d'être esclavagisées par les Arabes. Que celles qui sont d'accord me suivent dans la grande case du Conseil des sages. Nous y entrerons toutes, nous y mettrons le feu. À l'intérieur de la case, les femmes enlacées, serrées les unes contre les autres en tonnerre. Comme pour se donner plus de courage, des berceuses et de vieux refrains qui depuis leur enfance avaient rythmé leur activité. Les chants commencèrent à faiblir.
aussitôt remplacées par de violentes quintes de tout, c'est alors qu'une d'elles, enceinte, guidée par son instinct de survie, poussa violemment la porte d'un coup de pied et, happant une goulée d'air, se précipita à l'extérieur où elle s'évanouit sur la terre battue. Celles qui vivaient encore ne bougèrent pas. Quelques-unes eurent le temps de murmurer. Qu'on la laisse, elle témoignera de notre histoire et le dira à nos enfants qui le raconteront à leurs fils pour la postérité. Écoutez jusqu'à quel point c'était violent. Une violence, c'était d'une violence inouïe, c'est de l'innommable. Voilà nos mamans qui ont choisi de se mettre dans une case, se mettre le feu pour se brûler, tout simplement parce qu'elles refusaient d'être esclavagisées par les négriers arabes. L'histoire est têtue, malheureusement. Et quand on sait que derrière ça, il y avait nos frères, pour des raisons religieuses, bien sûr, je précise, ils étaient convaincus donc d'une mission divine qui consistait à obliger les gens à adhérer à leur vision religieuse. Donc c'est différent ici de vendre les gens pour se faire de l'argent, comme on aime bien accuser nos ancêtres d'avoir vendu les autres pour se faire de l'argent. Ça n'a rien à voir. On a donc remarqué par la suite que, là je ne saurais terminer cette partie-là sans vraiment m'incliner devant leur mémoire. Que ces braves mamans reposent en paix. Donc ça a été déjà aboli l'esclavage ici dans plusieurs pays occidentaux. Les Arabes aujourd'hui continuent encore. Et à préciser ici qu'à l'époque, il y avait déjà les Anglais. L'esclavage avait été déjà aboli. On présente encore ici, vous avez les images tous les jours. Les photos aussi. Il y a une photo en fait des anciens négriers arabes qui avaient attrapé les jeunes enfants pour ramener encore en Arabie pour esclavagiser et qui avaient été stoppés dans la mer par un bateau anglais en 1880 précisément, en demandant ici aux Arabes d'arrêter. Et ce fut là, c'est à partir de là que fut désigné ici la fin de l'esclavage, précisément parlant ici des Arabes. Même si par la suite ça a continué et que ça continue encore aujourd'hui, les Occidentaux avaient arrêté. Il y a le Brésil également en 1888, les derniers esclaves également qui avaient été libérés dans plusieurs zones. Les Anglais alors, comme je suis en train de dire, avaient une certaine hypocrisie parce que derrière ça, ils laissaient les négriers arabes faire le travail, esclavagiser les nôtres, pendant qu'ils se faisaient des milliards. C'est la raison pour laquelle en 1873, Londres ici est le marché mondial, donc le plus grand marché au monde de la vente de l'ivoire. On sait très bien qu'il n'y a pas l'ivoire en Europe. Comment ils ont pu faire pour avoir tant d'ivoire chez eux au point où Londres était devenue la plaque tournante en la matière. Donc ils avaient laissé les Arabes continuer à prendre les nôtres pour aller esclavagiser chez eux. Et entre-temps, eux, ils pouvaient puiser en toute tranquillité tout ce qu'il y avait comme richesse. Je reviendrai dessus avec une autre vidéo que je suis en train de préparer. Maintenant, chez les Arabes, il n'en est pas du tout question de parler de reconnaissance. Déjà, ils nient le fait qu'ils aient esclavagisé les nôtres. Du côté des Occidentaux, ils ont à peu près commencé à dire oui, on reconnaît que. Donc il y a peut-être un cas sur 5 ou 4 où on peut clairement reconnaître la responsabilité des Occidentaux dans l'esclavage des Noirs. Malheureusement, dans le cadre de l'esclavage des Arabes, on n'en parle pratiquement pas. Donc il n'en est même pas question, il ne faut pas toucher ce côté-là. Et l'auteur ici, pour essayer de comparer les deux, qu'est-ce qu'il fait? L'auteur parle ici d'une extinction ethnique. Une extinction ethnique programmée par castration. Comme les Arabes castraient, ça veut dire que chez eux, ils ne voulaient pas que par la suite qu'il y ait beaucoup de Noirs en Arabie. Donc ce qui fait que quand ils les tuaient,
les enfants étaient tués, évidemment. Tout était fait, et c'est la raison pour laquelle on a à peine aujourd'hui 2-3 millions de Noirs qui vivent dans ces régions-là. Par contre, pour l'esclavage des Occidentaux, ils ont choisi de laisser les Noirs même se marier dans les plantations de coton, d'huile, de sucre et autres. Ils avaient le droit quand même de se marier entre-temps. Ils faisaient des enfants, même si l'intention derrière, c'était d'avoir le maximum d'esclaves possible. Donc il fallait bien les accoucher, il fallait bien les élever pour que demain ils puissent servir à nouveau dans les plantations. Donc il n'y avait pas l'intention d'éliminer la race noire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a encore plus de 100 millions de Noirs qui vivent en Amérique, du nord comme au sud. Par contre, du côté des Arabes, ils ont tout fait pour exterminer les Noirs. C'est pour ça que l'auteur utilise le terme holocauste noir pour parler de l'esclavage pratiqué par les Occidentaux. Pourtant, il parle de génocide, clairement, en ce qui concerne les Arabes, parce qu'il y avait l'intention de faire disparaître complètement cette race. Et il faut bien préciser, pour répondre ici, il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire que, de toute façon, ce n'était pas la responsabilité des Arabes, c'était la responsabilité de certains dirigeants ou certains gouvernants. À l'époque ici, il faut bien préciser que c'était un business qui était reconnu au sommet de l'État. Donc il y avait les syndicats des négriers qui signaient des contrats avec les propriétaires d'esclaves. Ils négociaient directement avec l'État pour la vente de leurs esclaves et pour les dispatcher un peu partout en Arabie pour qu'ils aillent servir. Parfois dans l'agriculture, d'autres dans l'armée et autres. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous servir pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. J'espère n'avoir vraiment rien oublié sur le petit papier que j'ai préparé. Les termes, en fait, les différentes parties qu'il fallait que je développe. Donc, j'aurais terminé. Merci de m'avoir écouté. C'était Bertie le Kamit. Au tep à tous.